Ok, le BTC, il est bon. Bah, on a eu effectivement la cassure d'un énorme niveau, d'accord, technique. Donc le Bitcoin, il est vraiment génial. Pour le moment, il est bien orienté à la hausse, etc. Il n'y a pas de souci. Le seul truc avec le Bitcoin, c'est qu'il est imprévisible. C'est-à-dire que ça peut monter, ensuite ça peut s'effondrer rapidement. C'est un petit peu ce qu'on avait eu ici hein, en février 2020. D'accord, ça valait 10 000, puis ça a baissé, puis ça a remonté. Mais on voit bien ici que depuis 2019, le BTC, il bute sur les 12 000. Et puis là, pour la première fois, il les a cassés. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette hausse. Premièrement, bien évidemment, PayPal. J'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est-à-dire que PayPal, ça a provoqué cette cassure parce que les gens se sont dit « Ah tiens, ça devient plus mainstream, etc. » Et deuxième raison, l'incertitude. Alors, le seul hic avec le scénario de l'incertitude, c'est quoi? C'est que finalement, le Bitcoin, là, il avait baissé alors même qu'on avait la crise. Alors que normalement, le Bitcoin aurait dû progresser, mais le Bitcoin et l'or a baissé. Pourquoi? Alors que ces valeurs sont considérées comme décorrélées des indices boursiers et même considérées comme étant des valeurs refuges. Là, le Bitcoin n'avait pas joué sa valeur refuge. Donc, on voit bien que le Bitcoin, il joue son rôle. L'intérêt du Bitcoin, c'est de se protéger contre une hyperinflation. Pour le moment, on n'est pas vraiment dans un scénario d'hyperinflation, c'est-à-dire on est toujours dans une situation de déflation, c'est-à-dire que les prix ont tendance à baisser. Mais, encore une fois, les prix ont tendance à baisser, mais si l'offre continue d'être faible, si on a toujours une pression autour des entreprises, on risque à un certain moment de se retrouver avec une situation où les prix vont subitement augmenter, donc une situation d'inflation, voire d'hyperinflation. Et dans ce cas-là, que ce soit le Bitcoin ou que ce soit l'or, vont réellement trouver leur job de valeur refuge. Et vous voyez que l'or avait super bien fonctionné, contrairement au Bitcoin qui lui avait fait du surplace. Alors j'ai vu des remarques du genre oui, mais bon, a fait du surplace, ils ont pris le plus bas, etc. Non, je parle en moyenne. Voilà, ça pour moi c'est rien. C'est en fait en moyenne, le Bitcoin, voilà, il a fait ça et puis ça, mais en fait on voit bien qu'il y a une grosse stabilisation autour de cette zone. Là, ça a été un excès, d'accord? Mais on voit bien une grosse stabilisation autour de cette zone. Mais là, pour la première fois, on casse. Et je vous en avais également parlé la dernière fois, l'Ethereum, idem, il a une très belle configuration. Il est un peu plus mou que le Bitcoin, mais je trouve qu'il a une très belle configuration. Maintenant, encore une fois, le hic avec ces crypto-monnaies, c'est quoi? C'est premièrement leur forte volatilité. C'est-à-dire que pour un rien, ça peut chuter. Il n'y a aucune logique. Donc, soyez hyper prudent et soyez plutôt dans une optique long terme, pas trading. Ou alors, voilà, si tu te fais rincer, il faut l'accepter. Deuxièmement, il faut également, c'est un pari. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais le Bitcoin ne disparaîtra jamais ou il sera toujours là, etc. Mais il y a plein de boîtes qui ont disparu. Il y a plein de boîtes très connues qui étaient numéro 1. Total, je vous ai parlé de Total. Aujourd'hui, Total souffre. C'est bizarre, mais et si ça se trouve, Total, dans quelques années, n'existera plus. Il y avait des gens qui avaient acheté du Vivendi, d'accord? Et ils disaient c'est une action qui ne peut que monter, etc. Cette action, elle est géniale. Ça valait 141. Les gens qui ont acheté à 141, ils sont toujours perdants aujourd'hui. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est moi, ce qui me déplaît chez certains, c'est un fanatisme. Un fanatisme dans leur analyse. C'est-à-dire, ça ne peut que faire ça. J'ai la vérité, je suis sûr que ça va le faire. Et c'est extrêmement dangereux. Et le gros problème de beaucoup de gens, c'est ça. C'est que ici, il y avait que des fanatiques. Je l'ai vécu. Ça, je l'ai vécu. À l'époque, je bossais à la comment ça s'appelait, la République. On avait reçu Jacques Chirac. Et il y avait plein de startups, plein de polytechniciens, d'HEC, etc. Les gars, ils disaient, je vais pas bosser à la Société Générale, c'est trop naze. Je vais pas bosser dans une grosse banque, c'est trop naze. Je vais bosser dans une startup. Et donc, on avait les meilleurs diplômés de France qui bossaient à cet endroit.
Et ben, à ce moment-là bien précis, on avait Jacques Chirac qui était venu nous rendre visite, Lionel Jospin et compagnie, et tout le monde disait ça ne peut pas baisser. Et moi, je me souviens de mon chasseur de tête qui était venu me voir, il me disait ouais, Tammy, ça ne peut que monter. Je vais investir, j'ai investi, ça ne peut que monter. Et en fait, le problème de ce raisonnement, c'est que ces gens qui sont fanatiques, qui pensent que leur idée a toutes les chances de se réaliser, au final, ils se ruinent. Ils se ruinent pourquoi? Parce qu'ils oublient une chose, c'est que le marché, il fait ce qu'il veut. Et donc, vous, votre job, c'est d'oublier les certitudes, d'accord? Et finalement, de vous focaliser sur ce que j'appelle, moi, les probabilités. C'est-à-dire, ton but, c'est pas de dire je mise tout sur le Bitcoin, je mise tout sur l'Ethereum, et puis, allez, je croise les doigts. Et je vous avais parlé de ce Brésilien en 2017. Le mec, il avait tout investi sur le Bitcoin. Ça valait 15 000 et à un certain moment, on avait même atteint les 20 000. Hein. D'accord? Et le mec, il avait tout. Il avait quitté son job. Il avait dit, voilà, moi, ça y est, j'ai tout. Et en fait, on était en 2017. Le Bitcoin, il n'a toujours pas renoué avec les 15 000. Sauf qu'entre-temps, il a perdu 3 années. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. Et entre-temps, peut-être que le mec, il en a eu marre. Mais le Bitcoin, à un certain moment, il a tapé les 3 000. Et peut-être que ce mec-là, quand le Bitcoin, il a tapé 3 000, il s'est dit, c'est la merde, je vends. Et beaucoup, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et beaucoup vendent. Pourquoi? Je vais revenir sur un critère qui est extrêmement important. Les biais psychologiques et bien évidemment la douleur. La douleur. Il y a la finance comportementale qui est une approche qui se focalise sur ce que l'on appelle les biais psychologiques. C'est-à-dire que tous les individus sur les marchés financiers sont dominés par leurs émotions. Et donc, cette école de pensée, elle a démontré qu'au-delà de 25%, d'accord, la douleur était tellement importante que beaucoup d'investisseurs se mettaient à vendre. Donc, au-delà de 25%, la douleur, elle est tellement importante que les investisseurs se mettent à vendre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre 25% et de commencer à souffrir le martyre? Dites-moi. Dites-moi. Je perds 30 sur Total. Et est-ce que ça te fait souffrir, le fait de perdre 30% sur Total? Et donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà de 25%, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, beaucoup de gens, ils abandonnent. Et donc, on a fait une analyse extrêmement intéressante sur un fonds américain. Je vais l'appeler X-Fund, d'accord? Et ce fonds, il a fait entre 2000 et 2007, il a fait environ 18% de perf par an. Normalement, un fonds qui fait 18% de performance par an, c'est génial. C'est super. C'est-à-dire que les gars qui ont investi dans ce fonds, ils ont gagné de l'argent. On est d'accord? Un fonds qui fait 18% de performance par an. Normalement, si tu n'es pas trop bête, tu as gagné de l'argent. On est d'accord? Voilà, j'ai vendu à moins 25%. Et c'est vraiment tellement classique. C'est tellement classique. Donc, il y a beaucoup de gens, ils perdent 18%. Et ils ont un fonds qui fait 18%. Normalement, ils gagnent de l'argent. Mais on s'est rendu compte que la performance, elle était négative, elle était de moins 7%. Des gens qui ont investi dans ce fonds. Et alors après, on s'est dit, mais pourquoi? Le fonds, il a fait 18% par an, mais les gars, ils ont perdu 7%. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est très simple. Ils ont acheté en 2007 au plus haut et ils ont revendu en 2009. Mais en moyenne, sachant qu'il y en a plein, en moyenne, la performance est de moins 7%. Ça veut dire que pour certains, la performance, elle est très, très négative. Pour d'autres, elle est positive. Mais en moyenne, ceux qui ont investi dans ce fonds ont perdu 7%, alors que la performance du fonds sur plusieurs années est de 18%. Est-ce que cet exemple vous parle? Est-ce que cet exemple vous parle, les amis? Bah oui, oui. Est-ce que ça vous parle ou pas? Donc, est-ce que vous comprenez mon raisonnement? Mon raisonnement, c'est juste de la pure logique. C'est pas de vous dire
il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de certitude. Et on s'en fiche. Tu n'as pas besoin d'avoir des certitudes pour gagner de l'argent. Tu as juste besoin d'avoir des probabilités, d'avoir un système, d'avoir une discipline. La personne qui avait le fonds qui fait 18% par an en moyenne, si elle avait investi tranquillement et elle avait fait son job tranquillement, elle aurait gagné de l'argent. Sauf que les gens n'ont pas fait les choses tranquillement. Ils ont utilisé leurs émotions. Quand ça a explosé, ils se sont mis à acheter. Quand ça s'est effondré, ils ont vendu. Et c'est pour ça que l'immense majorité perd. C'est pour ça que l'immense majorité a acheté Vivendi ici. Ils ne l'ont pas acheté ici, ils l'ont acheté ici. Et ils l'ont revendu par là. Et là, ils ont dit, mais c'est vraiment, je me suis fait arnaquer, j'ai perdu toutes mes économies, j'ai perdu ma retraite, j'ai perdu mon argent. Et c'est là où vous voyez l'importance de se former et d'avoir du recul par rapport à tout ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? J'ai perdu 2000 € sur le BTC. Ben, ce n'est pas grand-chose. Hein. Il y en a qui ont perdu beaucoup plus.